Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous lire une nouvelle de Maxime Chatham, le Stephen King français. Alors cette nouvelle est extraite de ce recueil de nouvelles qui sort tous les ans, 13 auteurs, sur un thème spécifique. Celui-ci, c'était sur le repas. Donc vous avez un livre acheté égale 3 repas distribués, donc vous faites plaisir, vous découvrez de nouveaux auteurs, et en plus de ça, vous faites une bonne action. Donc tout de suite, je vous laisse avec la nouvelle de Maxime Chatham. Maligne de Maxime Chatham. Sam Curger referma son carnet Moleskine et fit claquer l'élastique sur la couverture en cuir souple. Il n'avait jamais grand-chose à noter concernant Monica. Il ne comprenait pas pourquoi elle s'entêtait à venir le consulter, ou plutôt si. Il s'en doutait bien, mais faisait preuve d'une lâcheté à la limite de la faute professionnelle grave. En tant que psychothérapeute, il était de son devoir de lui faire comprendre qu'elle n'avait plus rien à faire ici, qu'elle n'achetait qu'une heure d'attention à ses problèmes cosmétiques d'intendance. Il n'y avait plus rien dans ce qu'elle venait exposer qui nécessitait un psy. Monica avait besoin d'une bonne copine pour l'écouter et ne pas l'interrompre, voilà tout. Et Sam était celle-là, payée pour l'approuver et la boucler. Curger secoua la tête. C'était une consultation reposante pour lui. Du fric facile, c'était moche de sa part. Et en même temps, personne n'était dupe. Pas même Monica. Il consulta son agenda et se souvint que c'était l'heure de son nouveau patient, Patrick Aurès. L'homme avait été un peu étrange au téléphone. Il avait lourdement insisté pour avoir un rendez-vous rapidement. « C'est une question de survie », avait-il dit. Curger n'avait pas pour habitude de traiter ce genre d'urgence psychiatrique, si c'en était une. Mais devant l'insistance catastrophée, il lui avait offert la place libérée 2 heures plus tôt par une annulation. Après tout, si cela ne relevait pas de ses compétences, il pourrait renvoyer M. Aurès vers un de ses confrères en psychiatrie. Mais par expérience, il savait aussi que la plupart de ses nouveaux patients se voyaient bien plus malades qu'ils ne l'étaient en vérité. L'homme imagine toujours le pire, a fortiori lorsque cela le concerne. Curger se leva et sortit de son bureau pour aller chercher Patrick Aurès dans sa petite salle d'attente, au bout du couloir. En ouvrant la porte, Curger eut un mouvement de recul qu'il s'efforça de maîtriser pour ne rien laisser paraître de sa surprise. Patrick Aurès se tenait debout, face à la porte, le front en sueur. Il occupait la moitié de la pièce, ou plutôt, il envahissait la moitié de la salle d'attente. Son corps était si vaste, son tour de taille si imposant, que Curger demeura un instant stupéfait à l'idée que cet homme-là, si gros, ait pu entrer par les portes. Comment les franchissait-il ? Monsieur Aurès ? Merci, docteur. Merci de me recevoir si vite. Je ne suis techniquement pas docteur. C'est égal. Je suis venu vous voir pour me dire si je suis fou ou non. Et, à en croire une bonne amie à moi, vous êtes très compétent. Eh bien, je suis ravi de l'entendre. Venez, nous allons nous installer dans mon bureau. Nous y serons mieux. Chemin faisant, Curger se demanda où il allait bien pouvoir l'asseoir avant d'opter pour la méridienne. Jamais il ne tiendrait dans le fauteuil Voltaire. Le psychothérapeute se glissa dans son bureau tamisé. Le soleil entrait de biais, la lumière hachée par les stores vénitiens en bois qui recouvraient chaque fenêtre. Et il observa Aurès s'extraire du couloir pour s'enfoncer dans la pièce. C'était exactement ça, une extraction. Il poussa d'une jambe pour faire passer une partie de sa masse, et de l'autre tirait pour que le restant suive. Son énorme ventre s'écrasant au passage comme un paquet de sable dans l'étranglement du sablier. Aurès avait sa technique, ses habitudes. « Installez-vous ici, fit Curger en prenant lui-même place sur son siège en velours. Et expliquez-moi ce qui vous fait penser que vous pourriez être fou. Il y a 2 solutions à mon problème, monsieur Curger. Cela vous convient si je vous appelle monsieur Curger ?» D'un geste de la main, Sam Curger l'invita à poursuivre. Aurès s'affaissa sur la méridienne, qui couina de tous ses ressorts, un grincement inhabituel, presque un râle. « Soit je suis fou, soit... » Le regard de Aurès retomba, embarrassé, et se perdit dans l'épaisseur de la moquette. « Soit, » insista Curger, « soit je suis possédé. » Cette fois, le psychothérapeute haussa les sourcils et posa son coude sur le rebord de son siège, venant appuyer le flanc de son visage entre son pouce et son index. « Pourriez-vous me préciser ce que vous entendez par
possédé. Je crois que je suis hanté par ma nourriture, docteur. Curger tiqua. Il ne releva pas le docteur. Il s'en fichait. L'erreur était usuelle. Mais le cas de possession par ses propres aliments, pour le coup, c'était du jamais vu. « Qu'est-ce que vous entendez par hanté ?» précisa Curger, qui voulait comprendre ce dont il parlait exactement. « Eh bien, hanté, comme une vieille maison par les fantômes et son passé. Hanté comme dans un mauvais film d'horreur. » Vous voulez dire de manière surnaturelle ? Curger avait surarticulé le mot pour bien insister sur ce qu'il impliquait. Orès plissa les lèvres, presque honteux, avant d'acquiescer timidement. Un filet brillant exsudait de son front. Curger sombra un peu plus dans son fauteuil, la bouche écrasée derrière son poing. Il hésitait à approfondir ou à expédier de suite ce phénomène vers des services plus adaptés et médicalisés. « Je lui dois 1 heure, c'est le pacte qui nous lie depuis qu'il est entré. Mon rôle est de l'écouter et de l'aider à cerner le problème. Qu'est-ce qui vous fait penser à une possession ?» Orès ne cherchait pas à dissimuler son malaise. Le sujet l'indisposait lui-même, ce qui n'était habituellement pas le cas des patients bons pour la psychiatrie. Il prit son inspiration pour se donner du courage et entra dans le vif. « Je n'ai jamais été un homme très pieux, vous savez, les bondieuseries, c'est pas mon truc. Et j'ai jamais vraiment apprécié, ni même cru toutes les choses paranormales. Pas du tout, en fait. Mais là... Existe-t-il des faits que vous pourriez me rapporter qui expliquent ce changement de croyance ?» Orès fixa le psychothérapeute et hocha la tête. « Sinon, je n'y croirais pas moi-même. » D'un geste de la main, Curger l'invita à poursuivre. « Il y a 1 an et demi, je pesais 97 kilos de moins. » Cette fois, la surprise fit lever un sourcil du psy, et il ne put le dissimuler. Orès s'empressa alors de fouiller l'intérieur de son immense veste, et il sortit son portefeuille pour en extraire une photo. « Tenez, regardez, c'est moi là. Il y a tout juste 18 mois. » Curger se pencha pour saisir le cliché. Il reconnaissait bien Orès, mais la métamorphose était spectaculaire. L'homme, sur la méridienne, avait endossé un costume beaucoup trop grand, un habit de graisse stupéfiant qui l'avait boursouflé quand on le comparait à celui qu'il avait été quelques mois auparavant. Si le poil avait rajeuni en lissant les rides de son visage, en revanche, il avait dévoré tout le charme qui se dégageait du bon gaillard souriant et à l'œil vif de la photo. Au moins, cet aspect-là de l'histoire était vrai. Patrick Orès avait grossi en peu de temps. Et grossi était peu dire. Il avait enflé. Il s'était dilaté à l'extrême, le Big Bang à l'échelle humaine. Curger ne voulait pas prendre de raccourcis faciles, mais il ne pouvait s'empêcher de penser qu'un cas pareil allait certainement s'expliquer par un traumatisme ou la résurgence, même masquée, d'un bouleversement enfantin. Il ne croyait pas au principe de fantôme transgénérationnel en vogue dans son milieu ces dernières années, et s'en remettait au bon vieux schéma de base, bien plus fiable et éprouvé. Comment est-ce arrivé ? Vous souvenez-vous du point de départ, de la prise des premiers kilos ? Dans quel état d'esprit étiez-vous ? Avant d'en revenir à ça, je voudrais vous raconter ce qui a suivi. Je crois que vous prendrez plus au sérieux ma théorie ensuite. Comme vous le souhaitez, Patrick. Je peux vous appeler Patrick, n'est-ce pas ? Orès ne releva pas et enchaîna. Quand j'ai eu pris 20 kilos, les 2 premiers mois, j'ai commencé à avoir peur. Je mangeais tout le temps. C'était plus fort que moi. Une véritable obsession. Tout ce qui me passait devant, il fallait que je le dévore. Même la nuit. Je me réveillais pour enfourner des biscuits, de la glace, des cacahuètes, n'importe quoi. Il fallait que je me remplisse. Curger nota mentalement, le terme se remplir n'était pas anodin. Il ne grossissait peut-être pas pour mettre de la distance entre lui et le monde, pour se protéger, mais peut-être davantage pour combler un manque. Sam, tu tombes dans la facilité, écoute-le plutôt. Certains soirs, continua Orès, je ne pouvais pas m'endormir en sachant qu'il restait un paquet de biscuits dans le placard. Il fallait que je le mange. J'ai eu une période où je vidais toute la cuisine de la moindre nourriture avant de monter me coucher. Mais c'était pire en fait. Je finissais par prendre la voiture à 2 heures du matin pour trouver un commerce ouvert. Je ne pouvais pas lutter. Il fallait que je mange. Ou j'étais incontrôlable, comme fou. Vous savez, quand soudain votre dos vous démange et qu'il faut que vous grattiez immédiatement. Eh bien moi, c'était ça. Avec la bouffe. 10 fois par jour. Parfois 20.
une pulsion démente qui ne cessait qu'avec l'estomac plein à ras-bord. Impossible de faire autre chose. Et cette saloperie se vidait presque plus vite encore. Oreste transpirait abondamment. Des auréoles commençaient à baver sur les manches de sa chemise. « Alors, dit-il, je suis allé voir mon médecin qui m'a posé des questions sur moi, ma vie privée, professionnelle, le stress, etc. Mais tout allait bien avant cette boulimie. Il m'a envoyé faire des examens à l'hôpital pour être sûr, et c'est là qu'ils l'ont détecté. » « Quoi donc? Un dérèglement hormonal? » ?»« Non, une sorte de tumeur. Les médecins ont tout de suite pensé cancer de l'estomac. C'était une tache noire logée contre la paroi, pas très grosse, mais tout de même. Étrangement, mes analyses sanguines étaient bonnes. Cependant, les scanners ont confirmé la présence d'une masse gélatineuse dans l'estomac. Je me suis fait opérer 3 fois, en près d'1 an. La première fois, ils n'ont rien trouvé, et ils ont supposé qu'elle s'était détachée ou résorbée, juste avant de passer sur le billard. Mais 1 mois plus tard, elle était à nouveau présente sur l'imagerie. La seconde fois, rebelote. Rien, une fois ouvert sous les sialytiques. Et la 3e, ablation de l'estomac. Enfin, d'une partie, tout le côté où la masse avait apparu. Je n'en pouvais plus, il fallait qu'il me retire cette chose de moi. C'était il y a 4 mois. Et depuis? Rien n'a changé. Je mange toujours autant. Non, en fait, je mange encore plus. Je vais crever, docteur. Ce truc en moi est en train de m'assassiner petit à petit. Vous avez fait des scanners récemment? Oui, et elle est encore là. Quoi qu'on fasse, cette saloperie ressurgit toujours. C'est comme si elle était maligne. Elle se planque, elle se défend. Et rien du côté des analyses sanguines, s'étonna Curger. Pas de cancer, pas de problèmes hormonaux, rien du tout. Mis à part le cholestérol qui est apparu, le diabète, et globalement tout mon organisme qui répond plutôt mal à toute la merde que j'ingurgite, non, aucune maladie qui expliquerait cette tumeur. Curger ne quittait pas son nouveau patient du regard. C'était un cas singulier, il ne pouvait pas le nier. Bien plus intéressant que ce qu'il avait craint les premières minutes. Si son histoire était vraie, bien entendu. Et si nous revenions au point d'origine, proposa-t-il. Vous souvenez-vous comment tout a commencé? Vous pensez bien que j'ai eu le temps d'y penser. Je me suis repassé toute ma vie de cette époque. Elle ressemblait à quoi, cette existence? Rien d'original, comptable, divorcé depuis 2 ans, pas d'enfant, une histoire sérieuse depuis ma séparation, mais qui n'a finalement pas fonctionné. Vous étiez célibataire au moment où votre obsession alimentaire a démarré? Oui, j'avais eu une aventure avec une fille rencontrée sur Internet 3 semaines avant, mais juste un soir. Non, ça ne vient pas de là, je vous le dis. Je menais une vie, tout ce qu'il y a de plus banal, mais il y a eu un jour où... Les prunelles de Patrick Oreste s'embrasèrent. Ce souvenir, il l'illumina de l'intérieur. Curger se concentra sur les moindres signes de son patient. Un après-midi, poursuivit le comptable, je venais de faire le plein à une station essence, et j'ai vu ce paquet de bonbons sur le comptoir. Je n'avais pas faim, pas du tout. J'avais déjeuné copieusement 2 heures avant. Ce ne sont pas des bonbons que j'aime particulièrement, et pourtant j'ai eu envie de les acheter. Je ne sais pas pourquoi. Les couleurs, tout cet étalage vif et appétissant, j'ai eu envie de m'enfourner un de ces machins. Je me souviens comme si c'était hier. Maître dit que c'était crétin. Je sortais de table, je n'avais pas le quart du début d'appétit, et pourtant, je n'ai pas su résister. J'ai acheté le paquet. Et une fois dans la voiture, j'ai lutté pendant encore bien 5 minutes, en me disant que je pouvais le laisser là. Il y serait quand j'en aurais vraiment envie. Mais non! Il a fallu que je l'ouvre et que je mange cette friandise. Je ne sais pas pourquoi, je me suis fait plaisir. De la gourmandise, non? Vous étiez plutôt gourmand, avant que votre comportement alimentaire ne se dérègle. Oui, de temps en temps, mais je n'étais pas non plus irraisonnable. Vous l'avez bien vu sur la photo, j'avais des petites poignées d'amour, un peu de ventre, mais rien de bien honteux pour un homme qui approche la 40aine. Mais ce jour-là, vous avez craqué. On peut dire ça. J'ignore pourquoi, c'était stupide. Le visage de Oreste se ferma brusquement. La sueur maculait une partie de son crâne, et sa gorge palpitait. Curger hésita à lui proposer un verre d'eau, mais il devinait un combat intérieur, et ne voulait pas briser l'élan d'une confession possible. Le gros bonhomme avala sa salive comme si c'était douloureux, et lâcha « C'est un de ces bonbons qui me hantent depuis. Il est en moi. Il refuse de me quitter.
et il me commande de manger encore et encore jusqu'à la mort. Vous pensez vraiment que cette friandise est toujours en vous? Ou est-ce une image que vous employez? Non, c'est elle, je n'ai aucun doute. Cette petite masse de gélatine rouge qui se dandinait quand je l'ai portée à ma bouche. Elle me fait payer le prix de mon vice. Elle est là, cachée en moi, elle me hante. Et vous voulez savoir le plus ironique là-dedans? Sa forme. Il ressemblait à un petit diablotin, je vous jure. Un rire sec, presque hystérique, secoua Orès et tout son corps s'agita mollement sur la méridienne avant qu'il ne se calme. Vous croyez que je suis fou alors? Curget s'appuya sur les 2 accoudoirs de son siège et joignit ses doigts entre eux. Fou? Non. Mais il y a clairement quelque chose qui se joue chez vous, qui est du domaine du psychique. Un rictus tordit la bouche de Orès. Merci, docteur. Je le sais que je ne suis pas dingue, mais j'avais besoin de l'entendre. Cela dit, Patrick, il serait bien que nous nous revoyions rapidement pour essayer de tirer tout cela au clair. J'avais besoin d'entendre que je ne suis pas fou, parce que j'ai un plan, vous savez. Un peu extrémiste, certes, mais c'est tout ce que j'ai. Si je n'agis pas maintenant, il sera bientôt trop tard. Ce truc me tue. Ce qui reste de mon estomac est dilaté. Tout mon corps craque. Je vais rompre, docteur. Je vais rompre comme un vulgaire ballon en plastique trop gonflé et dans lequel on souffle une dernière fois pour voir. Vous ne devriez pas prendre de mesures trop radicales, Patrick. Maintenant que vous avez décidé de démarrer une thérapie, je crois qu'il... Ce soir, en rentrant, je m'enferme le temps qu'il faudra, l'interrompit Orès, dans une pièce murée, sans nourriture, sans rien d'autre qu'une réserve d'eau. Le concierge viendra m'ouvrir dans 5 jours. Je pense que 5 jours suffiront. À quoi? Demanda Curget inquiet. À fatiguer cette saloperie. Elle a tellement faim, croyez-moi, qu'elle ne tiendra pas 2 jours, à vrai dire. Je la connais maintenant, 2 jours. Je lui donne 2 jours. Curget prit une profonde inspiration. Et vous vous attendez à quoi? À ce qu'elle sorte de moi, bon Dieu! Comme s'il s'agissait d'un parasite? Vous savez, votre méthode ressemble plus à une tentative un peu brutale de sevrage, comme celle qu'on peut parfois employer avec les toxicomanes. Mais il existe des protocoles moins violents qui... Non, ça ne marchera pas. Cette chose est bien trop futée. Elle est rêvée à moi comme si sa vie en dépendait. Elle ne me quittera que si je l'y oblige, et que si elle n'a pas d'autre choix. Et vous pensez qu'après 5 jours de diète totale, vous serez guéri? À vrai dire... J'ai omis un détail. Je ne serai pas vraiment seul. Je prends un chat avec moi. Curget pencha la tête pour fixer son patient par en dessous. Pour faire quoi? Je me suis dit que cette saloperie ne me quittera pas si elle n'a pas un hôte de rechange. Quand elle sera affamée, elle pigera qu'elle ne peut plus me contrôler et elle ira dans le chat. Quand vous dites « elle », vous pourriez me définir plus précisément à quoi vous pensez? Eh bien, à cette saloperie en moi, cette tumeur maligne. Vous en parlez comme s'il s'agissait de quelqu'un. Vous vous en rendez compte? Parce qu'elle pense. Elle est fortiche. C'est pas un hasard si on dit qu'elle est maligne. Mais je vais être plus futé. Ah, ça oui. Je vais la battre à son propre jeu. Curget se passa une main sur le front. La journée commençait à être longue. Patrick, vous avez songé à la situation? Vous et un chat enfermé pendant 5 jours? Si vous désirez vous infliger ce traitement, eh bien, soit, personne ne pourra vous en empêcher, mais pour l'animal, c'est de la cruauté. J'ai pris un bon gros matou bien gras. Il le sentira passer, certes, mais il s'en remettra, enfin, façon de parler. Orès empoigna le rebord de la méridienne, et au prix d'un effort titanesque, il se releva, absorbant tout l'espace entre le fauteuil et le psy. Ma décision est prise, docteur, sinon je vais crever. Merci de m'avoir reçu en urgence. Patrick Orès hanta les pensées de Curget pendant 3 jours. Il regrettait son absence, un cas vraiment à part. Les carences, les abus ou toute autre forme de trauma qui œuvrait dans le cerveau de Orès attiraient Curget. Il avait envie de le revoir, identifier les causes et l'accompagner dans la compréhension. En bon professionnel, Curget avait des années de pratique, et il savait cloisonner au mieux, ne pas vivre avec ses patients.
Son éventail allait du vague à l'âme au traumatisé, au bord de la rupture, mais globalement, si chaque être humain était unique, il fallait bien l'avouer, tout tournait autour des mêmes combinaisons. Orès, lui, était différent. Pas seulement dans sa pathologie, mais aussi dans sa façon de l'aborder. Si brutale, si entière, si envahissante. Et c'était probablement pour cela qu'il prenait de la place, tout autant dans le monde que dans l'esprit de Curger. Le psychothérapeute hésita à contacter les services psychiatriques pour prendre en charge son patient, mais il avait retourné le problème dans tous les sens. Rien, juridiquement, ne l'y autorisait. S'imposer une diète, même aussi radicale, n'était pas un critère d'internement. Il y avait bien l'histoire du chat, mais là encore, le temps de faire jouer une association de protection des animaux, de mobiliser les forces nécessaires, de vaincre l'inertie du système administratif, et une bonne semaine se serait écoulée, autant dire qu'il serait déjà trop tard. Pris par ses consultations, par sa vie, Sam Curger laissa peu à peu tomber. Il avait presque oublié son drôle de patient lorsque le téléphone sonna le jeudi suivant en fin de matinée. C'était la police. Dès que le nom de Patrick Orès fut prononcé, Curger ferma les paupières et se laissa tomber dans son fauteuil. Les flics voulaient lui parler. Il était manifestement la dernière personne qu'il avait vue, selon son agenda, où le rendez-vous était inscrit en rouge et souligné. Curger comprit immédiatement, demanda où étaient les inspecteurs et nota l'adresse avant de sauter dans un taxi. Patrick Orès vivait dans un immeuble ancien, aux murs de pierre épais ornés de gargouilles inquiétantes, aux portes grinçantes et aux hautes fenêtres en ogive. Des policiers en uniforme occupaient le palier du 5e étage et empêchaient les voisins curieux de s'approcher. Curger déclina son identité et glissa dans le vestibule où flottait une odeur âcre, mélange de transpiration, de renfermé et d'une fragrance plus métallique, presque écœurante. Un quadra, les cheveux en pagaille, jeans et veste en cuir usé, s'approcha pour saluer Curger. « Je suis l'inspecteur Dean. Inutile d'aller plus loin. Vous n'avez pas envie de voir ça, croyez-moi. »« Comment est-il » demanda le psychothérapeute. « À votre avis ?» L'attention de Curger était saturée par les informations. L'entrée de l'appartement assez négligée, le début d'un salon qu'il entreapercevait ensuite, avec des piles de livres d'art, les cadres au mur, et toute l'agitation autour d'eux, policiers, médecins, experts scientifiques. Et au milieu de tout ça, Curger intégrait la mort certaine de Patrick Orès, ce patient hors norme, qui était venu chercher son aide et qu'il n'avait pas su écouter comme il se devait. Curger n'était dupe de rien. Il savait qu'il n'était pas véritablement fautif, qu'il renoncerait bientôt à la culpabilité, au nom du détachement et du professionnalisme. Toutefois, la mort de Patrick Orès ne serait jamais bien loin. Pour l'heure, elle était même juste là, jusque dans l'air qu'il respirait. C'est lui, cette odeur » osa le psy. Dean hésita, puis acquiesça. « Qu'est-ce que vous pouvez me dire à son sujet ? Pourquoi était-il venu vous voir ?» Mais Curger était débordé de questions, trop pour répondre à celles des autres. « Il s'est suicidé, n'est-ce pas ?» Conciliant, l'inspecteur commença à répondre. « Je l'espère. » Curger fronça les sourcils, décelant dans le timbre de voix de son interlocuteur un malaise qui l'étonna. « Comment ça ?» « Eh bien, soupira le flic, si ça n'en est pas un, alors nous avons un véritable taré sur les bras. » Il s'était enfermé ? Oui, dans une pièce vide, fenêtre condamnée par des parpaings. Il avait pris soin de démonter la poignée intérieure de l'unique porte de manière à ne pas pouvoir sortir sans une aide extérieure. C'est le gardien qui est venu lui ouvrir ce matin, comme le lui avait demandé M. Orès. Vous étiez au courant ? En prenant soin de ne pas baisser ni le regard ni la tête, Curger confirma d'un oui assuré. Il voulait s'affamer. Dean fit une grimace surprise. On peut dire qu'il a réussi. Il n'y avait qu'une petite réserve d'eau, on n'a rien trouvé d'autre. Il s'était enfermé là-dedans, nu. Ce que je ne comprends pas, c'est le timing. Il est venu vous voir il y a 5 jours, c'est ça ? En effet. On ne meurt pas de faim si rapidement, pas en 5 jours, avec de l'eau à disposition. C'est la cause du décès ? L'inspecteur fit une nouvelle grimace, gêné cette fois. Si on veut. C'est-à-dire ? Les deux hommes se toisèrent un instant avant que le flic ne décide de partager. Patrick Orès s'est affamé au point de se dévorer. Curger serra les mâchoires. Pardon ? Ce qu'il y a dans la pièce au bout de ce couloir, c'est un homme en obésité morbide, étendu sur le sol, dans une pièce qui avait autrefois des murs blancs. Il s'est mangé les mains, les bras, et tout ce qu'il a pu attraper de lui-même jusqu'à sombrer dans l'inconscience, vidé de son sang.
Avant ça, il a commencé par s'attaquer au plastique des bouteilles d'eau, pour finalement se rabattre sur sa propre chair. Je pense qu'il aurait bouffé n'importe quoi se trouvant avec lui. L'appartement tanguait autour de Sam Curger. Soudain, il repensa au plan diabolique de son patient, et ses mots résonnèrent au loin dans le couloir. À moins que ce ne soit quelque part dans sa mémoire. « Quand elle sera affamée, qu'elle pigera, qu'elle ne peut plus me contrôler, elle ira dans le chat. » Et le chat ? demandait-il d'une voix atone. « Quel chat ? Il n'y avait pas de chat quand on est arrivé. » Le gardien, quand il a ouvert, il ne l'a pas vu ? Je n'en sais rien. Mais, compte tenu de ce que j'ai vu dans cette pièce là-bas, si Monsieur Aurès avait le projet de s'enfermer avec un matou, je pense qu'on le retrouvera. Vous en faites pas. Mais à l'autopsie. Et dans son estomac. Curger attrapa le rebord d'une banquette et se laissa tomber sur ses coussins moelleux. Dean resta debout, dominant le psy. J'aimerais savoir pourquoi il est venu vous voir. Parce qu'à ma connaissance, je ne crois pas qu'on en arrive à se dévorer soi-même. Enfin, jamais. Est-ce que vous pourriez dire que Monsieur Aurès avait des problèmes, disons, d'ordre psychiatrique ? Après un long moment, Curger finit par hocher la tête. On peut le dire, oui. Le flic se fendit pour la première fois d'un léger sourire, à peine un rictus. S'il récupérait un psy prêt à certifier que le mort était un taré, alors l'enquête serait bouclée le jour même. Problème résolu ? Au suivant. Le flic continua à lui poser des questions, et Curger fit de son mieux pour répondre, pendant que des hommes discutaient un peu plus loin pour trouver un moyen d'évacuer ce corps si encombrant. En début d'après-midi, Sam Curger annula tous ses rendez-vous et rentra chez lui. Il n'était pas capable d'assurer ses consultations dans un état pareil. Il avait besoin de repos, de réfléchir, de recul pour se dédouaner, pour intégrer qu'il n'y était pour rien, qu'il n'aurait rien pu faire pour empêcher le drame. Ce n'était pas gagné d'avance. Patrick Aurès était responsable de sa propre mort, en livrant un combat avec ses démons, ceux-là même qui avaient pris la forme d'une obsession autodestructrice. Avait-il véritablement développé un cancer de l'estomac ? Peut-être. Mais c'était avant tout un mal psychologique qui l'avait rongé. En même temps, n'était-ce pas la même chose ? Curger opina et parla tout haut pour lui-même, tandis qu'il sortait de son ascenseur. N'est-ce pas ça, une tumeur ? De la merde, mal digérée par notre organisme, à commencer par notre tête, et qui nous dévore petit à petit. Curger le croyait, lui. Nos cancers ne sont que le résultat concret des maux de nos âmes. Ce qu'on refoule, ce qu'on nie, tout s'entasse. Détourner les yeux de ce qui nous dérange ne le fait pas disparaître pour autant, au contraire. Il ne les fait que pourrir davantage dans son coin. Et un jour, il se répand, déborde, et nous retombe dessus. Curger poussa la porte de son appartement en même temps qu'un profond soupir. Et lui-même, quel monceau de pourriture entassait-il depuis toutes ces années ? Il secouait la tête. Il avait besoin de solitude, d'un bon disque de jazz, d'un thé glacé, et peut-être d'un de ces paquets de biscuits qu'il affectionnait tant. Besoin de réconfort. Il entra en jetant son manteau sur le bord d'une chaise, sans remarquer la petite silhouette qui venait de se faufiler en silence entre ses jambes. Une créature affamée, qui regarda d'un air gourmand Sam Curger entrer dans la cuisine, un chat noir aux babines écumeuses.